Bonjour, bienvenue sur Cinet Live, l'avant-dernier de la saison. Cette semaine, on parle de réflexe avec Daniel, monsieur photo de Cinet, et un transfuge de game culte. Bonjour. Stéphane, qui n'est pas seulement joueur, qui adore la photo aussi. Donc on va faire un peu le tour du marché des réflexes, comme annoncé la semaine dernière, parce que c'est un marché assez particulier, où les prix, il y a une grande fourchette. Je dirais comme les autres appareils photo, que ce soit en compact ou en hybride ou en bridge. Ils se divisent en trois grandes familles déjà, ouais. Donc l'entrée de gamme, le milieu de gamme et l'expert, voire pro. Voilà. Donc ça c'est par le prix que ça se distingue et par les fonctionnalités, donc pas de surprise à ce niveau-là. Et les réflexes aussi se distinguent par un autre paramètre, c'est la taille du capteur. Il y a l'APS-C. Ouais. C'est des capteurs qui font autour de 22 par 14 mm. Et les pleins formats, le haut de gamme du réflexe, où là on retrouve en surface l'équivalent de ce qu'était une pellicule argentique, c'est-à-dire du 24 par 36 mm. Ok, et en gamme de prix, on commence à combien? Bon, on finit... Alors en gamme de prix, limites, bon. Les réflexes grand public commencent à 500 € environ, un petit peu en dessous. Ensuite, en plein format, au niveau pro, on atteint facilement du 6 000 € boîtier nu. Mais ça, c'est pour le très haut de gamme. Donc, si on fait un tour rapide du marché, en gros, c'est tenu par quelle marque principalement? Alors, au niveau du réflexe, les deux suspects habituels. Bon, alors, il y a les deux grandes marques du réflexe, Canon, Nikon. Nikon, voilà. Canon, il n'y a pas d'ordre hiérarchique dans ce que je viens de dire. Voilà. Bon, ils ne sont pas d'accord, on dit tout de suite. Et il y a Sony qui, après son rachat du département réflexe de Konica Minolta, revient très fort avec de bons boîtiers. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a Pentax, mais on ne les a pas retenus là. Même si eux, ils se démarquent parce qu'ils font un très très bon moyen format. Mais c'est encore une autre catégorie et c'est pas du tout grand public. C'est pour des là, experts. En gros, on essaye de vous donner les bonnes pistes pour acheter le bon modèle à Noël, ou en tout cas se le faire offrir. Si on commence par le commencement, un réflexe, pourquoi par rapport à un compact? Alors, le réflexe par rapport à un compact ou même à un hybride, je poserais plus par rapport à l'hybride. Pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de faire de la photo ou qui veulent s'y mettre, je dirais que la grosse distinction, mis à part les fonctionnalités avancées et la prise en main très confortable, c'est la visée optique. Je pense que le dernier gros point de distinction qui reste au réflexe à l'heure actuelle, c'est la visée optique. D'ailleurs, je me tourne vers Stéphane qui est un utilisateur au quotidien de réflexe. Pourquoi tu es venu au réflexe? C'est exactement, pour... donc moi, je faisais déjà de la photo en argentique réflexe à l'époque. Effectivement, c'est la visée optique, c'est-à-dire le fait de voir, quand on a l'œil dans le ton, de voir exactement ce qui se passe à travers l'objectif, tout bêtement. C'est pas passer par un filtre d'un écran, des capteurs, etc. Voilà, c'est retrouver finalement le contact direct avec l'objet pour faire la photo. Et après, bon, évidemment, tu as toutes les options de confort, etc. Après, ça, c'est des questions qui sont un peu différentes. Mais voilà, le gros point fort, le gros avantage, c'est ça, c'est qu'on voit et on sait ce qu'on prend en photo au moment où on le prend. D'accord. Et si, en gros, si on explique un peu aux gens comment choisir un réflexe par rapport à ce qu'on veut en faire, enfin les points essentiels à regarder avant d'acheter quoi que ce soit. Les points essentiels, c'est déjà qu'on va faire comme type de photo, quel usage on va en faire, si on va en faire un usage intensif, si c'est pour faire de la photo familiale, mais avec un bon confort, sans prise de tête, j'appuie, ça déclenche, ça fait des belles photos sans me prendre la tête. Parce que globalement, on prend un réflexe, que ce soit d'entrée de gamme ou haut de gamme, ça fera des belles photos. Après, mon conseil, vraiment pour ceux qui veulent acheter des réflexes, c'est on achète. Je trouve ça idiot d'acheter un réflexe si c'est pour le mettre en automatique, tout bêtement. Voilà, en fait, c'est parce que la distinction elle est là. Voilà, la distinction est là. C'est comme l'a dit Daniel la semaine dernière, il y a des très bons compacts ou hybrides, enfin toute une gamme qui font des photos en automatique superbes et il n'y a pas forcément besoin de s'encombrer avec un. Vraiment, le but du réflexe, c'est prendre la photo pour la maîtriser en fait. Alors évidemment, il y a une fonction automatique au début, c'est pratique, etc. Ça permet de lancer. Voilà, le but, à mon avis, l'investissement, il vaut. À partir du moment où on se dit qu'on va vouloir maîtriser les paramètres, c'est-à-dire jouer sur la vitesse, jouer sur l'obturation, ce genre de choses. Faire de la photo, voilà, au sens brut. Après, je pense que si on choisit de basculer sur un réflexe et qu'on veut faire de la photo et qu'on veut aller plus loin,
en modifiant les paramètres et en jouant dessus pour faire différents types de photos, que ce soit de la macro, de l'architecture, jouer sur les flous, la profondeur de champ. C'est tout de suite beaucoup plus facile avec les réflexes, de par le type d'appareil que c'est déjà, et surtout l'étendue des optiques disponibles, parce que ça c'est quand même l'autre option. On va y venir après. Après, dans l'optique de choix, il y a forcément... En gros, si je te coupe juste 30 secondes, si on doit conclure, si on doit résumer le truc, si on a la frontière grise entre le compact expert ou le bridge et le réflexe d'entrée de gamme, si on n'a pas des velléités de photographe avancées, autant rester sur des compacts experts, des hybrides ou on dépensera le même prix, et puis on aura la même qualité. On aura un appareil qui sera plus adapté à ce type d'usage. Sinon, ça va vite devenir compliqué et comme je disais, ça va finir sur une étagère et voilà. Ok. C'est dommage. Alors souvent, ils sont vendus soit boîtier nu, soit en pack. Alors ça dépend des gammes. Alors tout ce qui est réflexe jusqu'au milieu de gamme est souvent vendu en pack, en kit, avec un mono-objectif ou double kit avec 2 objectifs. L'objectif standard, c'est un 18-55, pas forcément très lumineux, mais qui, en fonction des marques, fait le boulot. Tout terrain. Après, dès qu'on tape plus haut, souvent le boîtier est vendu nu, ce qui est pas plus mal, ça permet vraiment de choisir l'objectif dont on a besoin et dont on aura le plus d'utilité. Se faire le truc à sa main, quoi. Ok. Et si on termine sur les systèmes de visée, alors ça, je sais que c'est un grand débat. Le système de visée. Alors justement, on disait que la spécificité des réflexes est de toujours proposer un viseur optique, sauf chez Sony, qui dans sa nouvelle gamme de réflexes lancée il y a 1 an et demi, propose la gamme SLT. Ils utilisent le miroir FX. C'est plus un viseur optique, c'est un viseur électronique. C'est un peu le diable pour certains, on va dire. C'est un peu le diable pour certains. Alors, pour avoir testé les derniers de la gamme, que ce soit le 57, l'Alpha 57 et l'Alpha 99 et l'Alpha 77, il faut admettre que le viseur électronique est quand même bluffant. Parce que non seulement on voit ce qu'on vise, en plus tu sais. Lancez-moi des cailloux, pas trop fort. Et non seulement donc on voit le cadre, et ce qui permet aussi à tout micro-logiciel de rajouter des informations qu'on peut sélectionner en surimpression. Et au niveau de temps de réaction, c'est quand même très très réactif. C'est ce qu'on reprochait généralement au temps de réaction. Après, je comprends qu'on puisse toujours dénoter ce temps de latence, mais à essayer parce que c'est quand même très bluffant. Ok. Et toi, Stéphane, si je te pose la question dans tout ça, bon, je connais la réponse, donc on rigole, mais qu'est-ce que tu choisis, pourquoi, clairement? Moi, je suis un cas particulier, comme le disait Daniel, c'est que je fais beaucoup de photos c'est bien, c'est intéressant. Non, mais voilà, parce que moi, dans le cadre de mon métier, je suis amené à faire des photos et j'en fais beaucoup à côté. Donc moi, vraiment l'appareil, alors il n'est pas là, mais c'est l'appareil que j'utilise. Moi, c'est le D7000 de chez Nikon, parce qu'il est pile à la frontière, c'est-à-dire que c'est un moyen de gamme, c'est-à-dire c'est un appareil qui le seul défaut qu'il a finalement, c'est de pas être plein format en fait. En gros, c'est qu'en gros il y a celui-là, donc le D600, qui est donc l'entrée de gamme des pleins formats, donc c'est un peu compliqué. C'est l'entrée de gamme des hauts de gamme, on va dire. Et en fait le D7000, c'est plus ou moins les mêmes caractéristiques, sauf avec un capteur plus petit. L'avantage, c'est qu'il coûte moitié prix, donc 950 € le boîtier nu contre 2000. Voilà, pour moi c'est un excellent appareil vraiment. Voilà, après il y a toujours la guerre Canon, Nikon. Voilà. Alors, moi je suis chez Nikon, mais la guerre moi je jouais le Candide Total. La guerre Canon Nikon, elle se résume sur quoi finalement? C'est parce que sur la qualité en elle-même, c'est les optiques en fait. En fait, il y a deux choses, il y a la prise en main, les objectifs. Voilà. C'est une prise en main, des trucs bêtes. Alors je sais même plus sur lequel, mais il y en a un, il va visser son objectif vers la droite, l'autre vers la gauche. Voilà. Donc un Canon qui va prendre un Nikon, il va visser dans le mauvais sens, ça va l'énerver comme pas deux, et vice versa. Et après, c'est une question de position de molette, roue codeuse, ou pas, présence d'un joystick. C'est de l'ergonomie. C'est de l'ergonomie. Parce que intrinsèquement, après, les deux, ils ont des très bons appareils, quelle que soit la gamme. Bons appareils photo. Et surtout, c'est des gammes très proches. De toute façon, voilà, ils sont pas leaders du marché pour rien. Ils s'espionnent sans arrêt, etc. Voilà. Après, c'est vraiment la prise en main. C'est pour ça ce qu'on disait la semaine dernière, c'est vraiment
aller essayer en magasin, c'est très important. Quoi. Cette guéguerre s'explique aussi qu'une fois qu'on est rentré dans un des deux mondes, on commence à s'équiper et du coup on reste dans la famille. Vu que les objectifs, de toute façon, tu vas pas racheter ton 70-200 à chaque fois. À chaque fois. Après il y a des switches, mais ça veut dire tout bazarder et se rééquiper. Dernier point, parce que c'est pas anodin, sur la vidéo. Oui. Parce qu'on voit de plus en plus des réflexes qui intègrent la vidéo HD. Enfin, c'est quasiment Ils font tous de la vidéo maintenant. Même les entrées de gamme font tous de la vidéo Full HD. La question peut se poser de deux manières. Est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter un truc pour uniquement faire du film? Donc en gros avoir un appareil photo, un réflexe d'un côté et un caméscope de l'autre, pour employer des termes de vieux. Ou est-ce que clairement aujourd'hui on peut bazarder le côté caméscope et faire de la vidéo propre avec un réflexe, on va dire, pas trop cher non plus? Ça reste une question d'usage. C'est vrai que l'avantage du réflexe en vidéo, c'est que on bénéficie de la qualité des optiques. C'est quelque chose. Ce qu'il faut savoir sur les caméscopes, ce sont des objectifs qui ont un rendu dit vidéo. Donc une profondeur de champ qui est extrêmement grande, un piqué qui est pas du tout pareil. Un velouté une image qui est très dure. Là, on retrouve une image qui est de la poésie. Non mais voilà. Là, avec les réflexes, on retrouve une image qui est plus proche de ce qu'on trouve au cinéma ou dans les séries. C'est une image qui est plus esthétique, on va dire, mais c'est plus compliqué à utiliser. C'est plus compliqué. Alors, vraiment une question d'usage. Si on veut faire de la vidéo familiale ou de la vidéo de temps en temps, ça fera parfaitement le job, parce que qui peut le plus, peut le moins. Après, c'est vrai que des fois, la manipulation peut être un peu plus complexe. Donc, dans ce cas-là, le smartphone ou un compact fera des vidéos très bien aussi dans ce cadre d'usage. Après, si on veut faire des petits courts-métrages, si on a vraiment des ambitions de faire des mini-séries, du reportage plus poussé, carrément des mini-films. Il y a un point le réflexe s'impose. Il y a un point qui est aussi très discriminant, c'est l'autofocus, tout simplement en vidéo sur les réflexes. Alors même s'ils commencent à en proposer, etc. Ça arrive. Hein. Oui, ça arrive, mais c'est pas du tout laborieux. C'est hyper laborieux, c'est pas du tout au point. C'est un appareil. Là encore, en fait, c'est la même chose. Plus la même chose qu'en photo. Je dirais pas du tout au point. Oui, mais non, mais voilà. Pour utiliser, couramment, pour switcher couramment en vidéo entre l'un et l'autre, tu te rends compte que tu prends quand même beaucoup moins la tête sur des caméras que sur des appareils photo. Ils sont faits pour ça. Pour résumer, potentiel vidéo très puissant et très vaste sur les réflexes, mais ça nécessite des connaissances techniques un peu plus supplémentaires et de la prise de tête, c'est pas du tout automatique. Donc si on veut faire de la vidéo tout automatique, smartphone, compact, hybride, ou caméscope. Ou caméscope à la papa. Sans mauvais jeu de mots. Justement, on va regarder un petit sujet. Là, il y a Sébastien qui a été voir une Instagrammeuse qui passe du compact justement au réflexe et qui explique comment elle en arrive là, ce qui est assez intéressant et pourquoi elle le fait. Et puis après, nous, on se retrouve. Alors, papa. Merci pour ta contribution. On se retrouve avec Mathieu pour le choix de l'année, on va dire. Donc voilà, on voit ce sujet-là. Merci papa et on retrouve Mathieu ensuite. Je viens de poster la photo il y a 7 minutes. J'ai déjà 16 personnes qui ont liké, des commentaires. Rentrée récemment d'un périple de 7 mois en Asie, Émilie, alias Mimi Bulle, a découvert il y a peu l'application Instagram, le réseau social basé sur la photo. Une petite révolution pour cette photographe amatrice et voyageuse invétérée. 4 heures après avoir posté sa photo, je comptais déjà 135 likes et une cinquantaine de commentaires. Avec aujourd'hui presque 900 followers, Émilie s'est constituée une communauté de voyageurs. En postant une photo, si on veut la faire connaître, et il suffit de suivre des comptes qui sont spécialisés dans le voyage et ensuite de mettre un hashtag propre à ce compte-là pour qu'il puisse sélectionner la photo. Donc on participe à des concours ou thématiques, sur le portrait par exemple, ou sur des paysages, et on vous sélectionne ou pas, selon la qualité de votre photo. Donc c'est vrai qu'il y a des comptes spécialisés dans le voyage qui sont suivis par 30 000 followers, donc ce qui fait que quand on est sélectionné pour une photo, ça nous ramène forcément pas mal de followers aussi, et ça permet de se faire connaître assez facilement. Une communauté de voyageurs actifs qui échangent, commentent et se refilent des bons plans. Parmi eux, une communauté de photographes, amateurs ou professionnels, à la recherche de l'original et du beau.
Depuis que je suis sur Instagram, c'est vrai que je vois les qualités de photos d'autres voyageurs qui postent régulièrement leurs photos. Et il y a une qualité qui est quand même un peu plus poussée qu'avec mon petit compact que j'avais, que je ne vais pas abandonner, mais j'aspire à une autre qualité d'image. Et c'est pour ça que pour mon prochain voyage, je prends avec moi un réflexe, c'est le 650D. Et se poser la question après de l'objectif. J'ai finalement opté pour le plus pratique, c'est-à-dire un objectif 18-250 qui me permettra d'avoir en un seul objectif à peu près toutes les fonctionnalités d'objectifs différents. Si le bon ouvrier se doit d'avoir de bons outils, un réflexe ne se manipule pas comme un compact. Émilie ne prend-elle pas le risque de perdre cette spontanéité qui ressort de la plupart de ses portraits? Mais pour faire des belles photos, l'instantanéité est importante, mais c'est surtout le contact avec les gens qui est important. Donc du moment où le contact passe avec la personne avec qui tu es, je ne pense pas que ce soit le type d'objectif ou le type d'appareil photo qui change beaucoup dans l'œil qui est derrière le photographe. Émilie repart en février pour l'Asie à la recherche de tribus. Vous pouvez la suivre en photo sur Instagram, Mimibulle, et sur son blog mimibulle.blogspot.com. Voilà, donc nous on se retrouve pour les choix des réflexes. On accueille Mathieu, qui était déjà avec nous la semaine dernière, photographe amateur émérite, qui utilise des réflexes donc. Donc comme on le voit dans le sujet, au moins Instagram a un avantage, c'est qu'on n'y fait pas que des photos de chatons et de vernis à ongles. Je vais juste poser une question. Toi, pourquoi tu as choisi les réflexes? Voilà. Pourquoi j'ai choisi un réflexe? Parce que j'avais un vieux compact il y a un moment, et puis les réflexes ont commencé à être pas à la mode, mais un peu plus abordables, et puis j'ai eu envie d'en acheter un. Tout bêtement, vraiment presque au hasard. Donc, si on parle du choix, on va y aller par ordre croissant de prix. Oui, enfin voilà, le choix, c'est qu'il y a toujours les mêmes problématiques. Bon, déjà, réflexes grand public, et les réflexes plein format, expert. Donc, dans tout confondu, moi, si on sait pas trop, si on hésite à aller sur le réflexe, mais qu'on a décidé d'y aller quand même, une bonne prise en main, je dirais que c'est le Canon 650D. Ouais. C'est l'héritier de toute la famille 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. Donc c'est une valeur sûre, toutes les fonctions sont là. C'est un APS-C, c'est pas un plein format. Là, c'est la dernière crue, à la fois classique et contemporain. Donc, on retrouve tout ce qui est paramètres manuels, tout ce qui fait un réflexe, la visée optique, et des trucs beaucoup plus récents. Il dispose déjà d'un écran articulé. Voilà. Donc, toujours pratique. Toujours pratique et surtout tactile. Un peu comme les smartphones, c'est la même technologie capacitive. Il est très. Écran où on est obligé d'appuyer comme des brutes. Il est très actif. Et c'est vrai que c'est assez agréable à manipuler. Et alors que je dise pas de bêtises, en kit avec un objectif 18-55, il se trouve autour de 750 €. D'accord, donc ça c'est la valeur sûre. Oui. Voilà, en gros, pas trop cher, ça fait le job. Pour commencer, c'est très bien. C'est au-dessus de l'entrée de gamme, c'est le milieu de gamme, 750 €, voilà. Mais ça permet de débuter et d'aller plus loin si on le souhaite. Alors justement, j'ai une question que nous avait posée un Christophe Minguet, merci, à propos du 650D, qui nous dit, voilà, bonjour, je possède le Canon 400D et j'aimerais avoir votre avis entre le Canon 650D et le 60D. Lui, il cherche que la photo, la vidéo, il s'en fiche. Alors s'il a déjà un 400D et qu'il veut aller plus loin, donc apparemment, le 650, c'est vraiment l'héritier direct du 400. Donc je pense qu'il ne sera pas perdu, mais s'il veut aller plus loin avec plus de capacité, des modes rafale un peu plus poussés, je dirais d'opter pour le 60. Pour le 60, qui a combien en gros? Alors le 60, il doit être autour des... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je n'ai pas révisé le prix de celui-là, mais je dirais autour des 1500. Ouais, on est déjà... je dirais plus bas quand même. Plus bas, entre 1000 et 1500? Ouais, je pense que ça fait un moment qu'il est sorti à vérifier, quand même. Donc, mais bon, c'est clairement un cran au-dessus. Fourchette large, entre 1000 et 1500. Ouais. Très large, ouais. Ok. Donc, et ensuite... Alors, je vais rajouter un petit truc au niveau du 650D. L'objectif qui est dessus, c'est pas l'objectif qui est fourni avec le kit, qu'on soit bien d'accord, c'est pas le 18-55 vu la taille de l'objectif. Voilà. Merci de la précision.
Donc si ensuite on monte encore un peu... Alors après, si on... Alors au choix, on descend ou on monte? Allez, on monte. On monte. Alors, on passe au plein format. Ouais. Un des faits marquants de cette fin d'année, c'est que les deux grands japonais de la photo, Canon et Nikon, ont sorti leur plein format abordable. Voilà. Quand je dis abordable, c'est 2000 € boîtier nu. On est dans le monde du réflexe en même temps. Voilà, c'est celui-là, que je ne me trompe pas. C'est le D600. Et qui, du coup, comme disait Stéphane, Juste papa. Tout à l'heure, c'est 7000 plus avec un capteur plein format. Vraiment, pas de déception, c'est de la belle bête et vraiment une valeur sûre. Alors en parallèle, parce qu'on l'a, mais Canon a répliqué avec son 6D. Mais on l'a reçu, c'est un prototype, hein, c'est vraiment pour la prise en main, donc pas encore le test, ça ne sera pas finalisé. C'est l'équivalent du 600D, c'est au même tarif. Mais je conseille le D600 parce que celui-là, je n'ai pas pu le tester encore, qu'une prise en main. Donc celui-là est déjà commercialisé effectivement, donc le D600. D'accord. Alors moi j'ai pu faire, j'ai pu m'amuser un petit peu avant le tournage avec ce 6D, parce que donc j'ai un Canon. Niveau prise en main, c'est la même que le 7D on va dire et que le 5D simplement pour le tenir. Par contre ils ont inversé certains boutons, alors c'est tout bête, mais certaines touches de raccourci qu'on connaissait sur les 450, 500 et les autres gammes, même 5D, ont été changés en fait, donc on perd un petit peu des repères. Les réflexes. Voilà, on perd un petit peu les réflexes qu'on a sur le réflexe, c'est niveau jeu de mots. Après, pour ce que ça donne niveau photo, le firmware n'est pas finalisé, donc ça donne des résultats un petit peu étonnants. Niveau photo, on oublie pour le moment. Pas, c'est un prototype, donc c'est pas la peine d'en parler. Niveau bouton, toi c'est le premier truc qui t'a choqué, enfin choqué en tout cas. Qui m'a gêné. Après, ceux qui n'ont jamais touché de Canon, ça ne va pas les gêner. Ouais. D'accord. Et donc, si t'as fini avec le haut de gamme, on redescend? Si on descend un petit peu en gamme, en entrée de gamme, il y a la Nikon D3200 qui remplace le D3100. Là, c'est un boîtier entrée de gamme complet qui fait donc des photos, de la vidéo. Et voilà quoi, je vais pas dire de bêtises, le D3200 c'est un 24 millions de pixels, il est à 500 € avec l'objectif, donc là ça devient carrément une alternative un petit peu moins chère que le 650D de Canon. D'accord. Et justement, alors on avait une question de la part d'un Yannick Guillouet, j'espère que j'ai pas écorché son nom, qui nous demandait quel réflexe choisir entre le Nikon 3100 justement et le 3200 pour une utilité occasionnelle. Et c'est quelqu'un qui vient de l'argentique. Alors ça c'est la bonne question mine de rien. Que ça convienne de l'argentique ou pas, la problématique reste la même, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec son réflexe. Donc si c'est pour un usage intensif, je lui dirais d'opter pour des gammes peut-être un peu plus hautes. Après, pour répondre spécifiquement à sa question entre le D3100 et le D3200 pour de la photo occasionnelle, le D3200 vient de sortir, donc il est il est à 500, il n'est pas cher, mais le D3100 reste au catalogue. Et il est encore moins cher, abordable. Donc il est carrément abordable et je pense que pour de la photo occasionnelle, il y a c'est pas le bon plan. Ouais, c'est le bon plan. D'accord. Moi j'avais juste une question, alors c'est totalement subjectif, parce que moi j'ai un vieux Nikon D90 maintenant. J'ai l'impression qu'ils sont tous quand même méchamment alourdis. Enfin, quand je les ai pris en main, voilà quoi. Sur les entrées de gamme, milieu de gamme, ça va encore. Ça va encore. Après, sur les plus haut de gamme, c'est... Les boîtiers, comment ça... Alors après, c'est le gros problème des réflexes, c'est l'encombrement et le poids. C'est pas des objets qu'on oublie facilement. Quand ils se font sentir. On l'a en main et on le sent. Alors justement, en fait, je vais rebondir sur ta question, parce qu'on en discutait un jour avec Mathieu, qui a l'habitude en gros de se trimballer avec tout son matos. Quand on est vraiment en gros photographe amateur, pas forcément super pro machin, mais qu'on aime bien faire des belles photos, le choix entre les réflexes et tout le barda qui va avec et un compact hybride, comment on fait le choix concrètement? Parce que moi, typiquement, c'est mon cas personnel. Je suis encore, pour revenir justement à ce critère de choix qu'on a évoqué dans la première partie, moi, la grosse distinction que je vois, c'est le viseur, la visée optique. C'est ça qui fait la différence. Pour le choix vraiment vers le réflexe, oui.
Et toi, Mathieu, si tu... Entre un hybride et un, Ouais. et un réflexe, Parce que t'as quand même t'oscilles encore. Alors, il y a hybride ça, avancé, hein. un Ouais. hybride avancé. Il y aurait peut-être aussi les optiques disponibles. Ouais. Voilà, voir si. Parce que si on se balade avec un tout petit hybride, mais avec un objectif qui fait 3 fois. monstrueux, ouais. Donc, prenons l'exemple du Canon, l'hybride Canon qui est sorti. Il y en a qui se sont amusés à mettre les gros objectifs professionnels de Canon dessus. Effectivement, ça passe dessus. Maintenant, ça fait surdimensionné. Il n'y a plus d'intérêt d'avoir cet hybride, je pense, si on a des objectifs qui sont 3 fois plus gros et 2 fois plus lourds. Voilà. Ça permet Donc, aussi de réutiliser. ça permet de réutiliser. Mais, Maintenant, est-ce que c'est intéressant mais c'est je vrai sais que le pas. parc À long terme, optique ouais. en réflexe reste quand même beaucoup plus étoffé étoffé, que sur ouais. les Moi, hybrides. c'est le parc optique qui jouerait aussi pas mal. Et le viseur aussi. Ouais, le viseur. J'ai essayé le viseur Il y a voilà, le, justement sur le sol. le fameux Sony Ouais. Alpha, là c'est le 77 avec le viseur électronique. Le fameux, Le fameux. dont on parlait. Et qui a combien, lui? Alors lui c'est le 77, c'est le milieu de gamme et il est à 1100 €. Pour répondre Ouais. à je ne sais plus le nom, Voilà. qui voulait un 60D, c'est à peu près l'équivalent C'est d'un 60D. Voilà. C'est pas l'objectif du kit non plus. Non, c'est pas l'objectif du kit. On m'envoie pas les objectifs Voilà, de on n'a kit. pas les kits. Ok. Dernière question. Là, je vous mets en porte-à-faux. Mais si vous aviez à choisir personnellement un de ceux-là, ça serait lequel et pourquoi? Parmi ceux-là, Ouais. alors sachant que j'ai le 7D, donc qui est Voilà. l'équivalent de celui de Stéphane, mais en version Canon. Voilà, c'est en gros la même gamme. Moi, parmi ceux-là, je passerais plutôt au plein format dans ce cas-là. Je vais pas racheter un. Ouais. Ce serait alors le 6D que j'ai parmi ceux-là. Maintenant, Avec si j'avais l'argent, si t'avais machin et l'argent. tout, ce serait le 5D Mark III qui est l'équivalent du D800 de chez Nikon, qui Ouais. n'est pas là non plus, qui est malheureusement, bon après il y a un gros Oui, débat parce un que, peu moins bon, Au machin. niveau plein format, il y a On une sait gamme pas, il y a encore une gamme au-dessus, il y a encore même une gamme encore au-dessus avec le 5D D4 Mark et le III, 1D. il est à 3000. 3000, ouais, 3000, il était à 3000. Et le 3, il est à 3000. D800, l'équivalent chez Nikon. Il est à 2007, je crois. Non, 2009, de 3000. Bon, voire même. un peu Mais moins cher quand en même. tutoie des mais hauteurs, voilà. Pour répondre à ta question, moi je prendrais. J'ai un D90 aussi. On l'a pas fait Et exprès. du coup, pour passer en oui. plein format, qui est quand même au Plus, niveau de la réactivité, qualité de photo, profondeur de champ, je prendrais le D600. D'accord. Logique. Ah, je suis déjà équipé en Ça, Nikon, moi, je je vais suis pas déjà tout équipé, balancer c'est ça. pour. Mais alors, personnellement, je serais pas équipé. J'aurais peut-être pris le D600 ou le D800. Voilà, avec ce qui se fait actuellement. Comme je suis équipé et que j'ai déjà pas mal d'optiques Canon, je me vois pas tout racheter et changer mes habitudes. Et en fait, voilà, le point il est là. Voilà, c'est ce qu'on c'est disait ça. tout à l'heure On avec rejoint Stéphane. Le truc du euh, début, qu'est-ce qui fait d'être canoniste ou nikoniste? Voilà, Le hasard. En Voilà, gros, le hasard où à un moment donné. t'as choisi après, et voilà. tu restes dans le sillage. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. Merci Jean-Philippe. Daniel, tu vas laisser la place à Sébastien pour la semaine connectée et on se retrouve la semaine prochaine pour parler jeux vidéo. Alors Seb, bienvenue. Salut J-Pop, t'as fini de lire Pour ta mail j'ai fini de lire mes super communiqués de Parfait. presse de dinosaures à 200 Salut €. Mathieu. C'est Donc, chouette. on fait la semaine connectée, bientôt célèbre. Tout à fait. Le best-of ou le pire de l'Internet. Alors cette semaine, je voulais Voilà. vous parler éventuellement de la fin du monde, mais c'est le 21 décembre, donc c'est un peu dans longtemps. Ouais. Déjà on va- les communiquer. On a encore Tout 2 à semaines de fait. sursis. On va plutôt regarder un tour de magie avec un Rubik's Cube et un réflexe. Oh, comme c'est bien amené. Tout à fait. Alors vous prenez un Rubik's Cube et vous le filmez, donc jusqu'ici il n'y a rien d'impressionnant, et le sujet paraît bien réel. Cela devient encore plus réel en zoomant, avec la faible profondeur de champ qui floute le devant et l'arrière du plan, et pour le coup là on peut dire que c'est filmé au réflexe. Tu confirmes? Pas mal. Ça laisse Mathieu Ok. faire. Merci Mathieu. J'ai regardé la vidéo. Merci en fait, Mathieu. j'étais perplexe. Il s'agit en réalité d'une illusion d'optique et elle est totale. Magisme, le Rubik's Cube est en fait une simple feuille, totalement plate. Alors les spécialistes de l'image auraient pu voir cependant sur cet arrêt sur image qu'en fait le flou en haut du Rubik's Cube n'est pas le même que le flou en bas. Et ce qui n'est pas possible vu que la distance elle est équivalente de l'objectif. Donc maintenant on va passer en immersion totale avec une machine qui ne sert absolument à rien, Super. sauf à regarder derrière, avec avoir des yeux derrière la tête. Donc cette machine s'appelle le Flywiz, c'est une invention française des amateurs de des mouches, l'INRIA, tout à fait. Oui, les lunettes Sony. Super.
Elle permet, en enfilant ce casque, d'avoir une vision à 360 degrés via la caméra située en l'air. Donc ça ressemble un peu à la Google Caméra. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas habitué à voir comme les mouches et les réactions des cobayes là qu'on voit à l'écran sont assez lentes et maladroites. Tu m'étonnes. Il conduit avec ça en plus. Voilà, il conduit avec ça. Donc à terme, l'INRIA voudrait faire des applications dans le jeu ou la sécurité, donc pourquoi pas. Ça peut aussi servir à surveiller ses arrières. Par exemple, je te parle, Voilà. je suis Pep, et je regarde si Mathieu fait pas des trucs bizarres derrière moi. Non, c'est pas le genre. Voilà. Allez, on passe en bref. Donc en bref, les artistes cette semaine de Brotherhood Workshop sont des gros fans du Seigneur des Anneaux. Ils n'en sont pas à leur première réalisation en stop motion et en Lego. Ils signent ici un remake très perso de la bataille du gouffre de l'Helm. C'est un long travail de mise en scène, de photos prises image par image, avec beaucoup de patience et de post-production, comme en témoigne ce making-of posté sur leur compte YouTube. La PS Vita ne se vend pas et PlayStation s'est lancé avec Dailymotion dans la pub interactive. Il faut donc utiliser la fausse Vita pour commander la nana qu'on voit à l'écran. Donc forcément, moi j'ai essayé de la déshabiller un peu. Donc on peut lui enlever sa jupe là comme ça, mais c'est pas une fille facile. On peut aussi lui commander de soulever son t-shirt et là on tombe sur son minou. Bref, je ne vois pas trop comment PlayStation va redresser ses ventes avec cette vidéo. Bah, ils peuvent redresser autre chose, mais. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une ado américaine, sans doute la fille la plus brillante de la semaine. Elle a posté cette vidéo sur YouTube où elle se vante d'avoir volé une voiture. Puis ensuite, elle s'est vantée d'avoir fait un casse en montrant les liasses de billets. Et quelques jours plus tard, elle s'est fait arrêter et emprisonnée. D'accord. Donc voilà, moi je la kiffe, hein, elle est vraiment trop forte. Une blague de blonde. Tout à fait. On les a connus en dessin animé puis en film. Voici dorénavant les robots Transformers dans la réalité. Une réalisation de la société japonaise Braver Robotics. Alors pour l'instant, les robots sont à l'échelle 1/12e, c'est tout petit. Mais cette équipe de passionnés prévoit un vrai véhicule roulant à conduire et transformable pour 2030. Ah non, mais ça j'adore par contre. Moi aussi j'adore. 2030. Par contre, à conduire... On sera mort d'ici là, non 21 décembre. Ah mince, ça. 21 Peut-être décembre, en tout ça. retraite, peut-être pas encore mort. Allez, on finit avec ce pilote de la semaine, moi j'ai adoré. En fait, on parlait de fin du monde, bon bah là c'est pas la fin du monde, c'est une période triste pour nous Européens. Et c'est une photo qui a bien circulé sur Facebook. Qui parle d'elle-même. Voilà, c'est pour ça que plus personne ne rigole. dit rien, ne rigole, voilà. Bon. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui, on se quitte sur une note optimiste. Voilà. Merci Seb d'avoir pourri l'ambiance. Bon, merci Seb pour tout ça. Comme d'habitude, c'était le pire et le meilleur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine justement pour parler jeux vidéo. Merci les gars. Jax. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.